Donc pour les gens qui connaissent pas l'espace autisme, on est dans la même maison que le CRA Pôle Adulte 68 et on fait différents types d'interventions sur des ateliers d'habileté sociale, gestion des émotions, enfin ce genre de choses. Donc voilà, et notamment la vie affective et intime. Voilà, donc la vie affective et intime concerne tout le monde, a priori. Et l'autisme vient ajouter quelques petites subtilités à prendre en compte. L'intervention est à destination plus des professionnels. Je suis preneuse de toute critique, ajout de personnes concernées aussi. Voilà, donc a priori, les subtilités et points importants à prendre en compte seraient le fonctionnement cognitif spécifique, la sensorialité, les émotions, les aspects anatomiques et physiologiques de la sexualité, la fatigabilité, les questions d'identité et le consentement, le droit et les risques liés à la sexualité. Donc, dans un premier temps, le fonctionnement cognitif et les éventuelles comorbidités, comme le disait hier Raven, c'est pas un joli mot, mais il existe. Ce qui paraît important, c'est de tenir compte effectivement des aspects spécifiques du fonctionnement cognitif qui ont été abordés hier, donc je ne vais pas les reprendre. De tenir surtout compte de l'adaptation constante des personnes, parce que c'est très coûteux quand même en énergie, et d'en tenir compte, que ce soit pour la vie intime et affective ou d'autres points, c'est quand même essentiel. Et explorer les possibles comorbidités, parce que en fait, ça va avoir aussi un effet sur la vie intime et affective. Par exemple, quelqu'un qui a une dépression à un moment, ça va venir affecter, par exemple, la libido. Donc, c'est important d'en tenir compte à ce moment-là. La sensorialité, je pense que c'est un des points essentiels dans la vie intime et affective. Définir le profil sensoriel, si ça n'a pas encore été fait, le définir avec la personne en fonction de ce qu'elle va nous amener, et le mettre en lien justement avec les aspects de la vie intime et affective. Réfléchir ensemble à des pistes, proposer pas des solutions, mais des adaptations possibles justement, soit par rapport à une hypersensorialité ou à une hypo, mais aussi explorer certaines pratiques sexuelles qui peuvent convenir aux personnes, mais les mettre en lien avec certains risques. Par exemple, quelqu'un qui a une hyposensorialité et qui va avoir besoin de chercher beaucoup de sensations peut des fois entrer dans des pratiques mutilantes ou dangereuses, et c'est là de pouvoir justement discuter de ça et voir qu'est-ce qui peut être mis en place pour éviter justement les blessures ou les dangers. Les émotions, là, amener des clés pour le repérage et la gestion des émotions, toujours en lien avec le traitement spécifique. Favoriser l'expression des émotions dans la mesure du possible, discuter avec les personnes, voir comment c'est possible, comment on peut favoriser ça. Apprendre des techniques de relaxation et de détente, justement pour les moments où les émotions montent beaucoup, voir justement lesquelles sont adaptées et agréables pour la personne, parce que toutes les techniques ne fonctionnent pas pour tout le monde. Donc là aussi, c'est toujours de fonctionner ensemble. Et d'apporter des outils d'auto-observation des pensées, puisque les pensées vont aussi amener des émotions, et notamment, par exemple, dans la vie de couple, en fonction des pensées qu'on peut avoir, ça va aussi engendrer
certains changements, peut-être conflits des fois, ou et de travailler dessus. Les habiletés sociales. Là, ce qui peut être intéressant, c'est d'expérimenter des situations en jeu de rôle, différents types de situations, de mettre en lumière les indices de la communication non verbale, puisque a priori, c'est les points sur lesquels ça va être le plus difficile de se concentrer, de pouvoir les mettre en lumière. Bah, ça peut aussi des fois permettre de se souvenir, ah oui, regardez ça. Ou... pointer l'importance d'exprimer ses besoins. Parce que, ben voilà, par exemple, si vous regardez l'image au-dessus, la jeune femme donne son sweat ou son cardigan au monsieur, et enfin à son conjoint, a priori. Et lui dit, oh, tout étonné, tu me rends mon sweat. Si on prend que cette image-là, ben on pourrait se dire que peut-être il est déçu, qu'il pense que la relation se termine. Mais après, elle exprime son besoin, et le besoin là est un peu niais, mais peut-être agréable aussi, de vouloir juste récupérer l'odeur de la personne et récupérer le suite par après. Donc ce qui vient dire aussi, bah non, non, c'est plus que j'ai envie d'avoir à nouveau ton odeur. Donc là, le fait qu'elle ait exprimé ses besoins vient aussi éclaircir la situation. Cibler les différences amitié-amour qui sont pas toujours très claires à repérer. C'est pas toujours évident même, enfin je crois, pour certaines personnes même, de définir ça. Les cercles relationnels aussi, ce qu'on peut dire de nous selon les cercles, c'est pas toujours très clair. Moi j'ai rencontré des personnes qui me disaient ah ben je vais donner tout de suite telle et telle information pour que la personne soit au courant. Sauf que du coup, ce qu'on se rendait compte, c'est que ben établir tout de suite un tableau tout fait, ben ça va aussi parfois freiner certaines personnes dans la possible relation. Et c'est de dire ok, ben qu'est-ce que vous avez envie de donner comme information, laquelle est pertinente et laquelle peut-être peut mettre des freins et limiter la possible relation. Et sensibiliser aux dangers des médias, que ce soit les réseaux sociaux ou ben, la pornographie. Parce que ben, si on va baser sa sexualité sur la pornographie, ben, c'est pas forcément la réalité. Il existe tout un tas de supports sur Internet qui donnent des éléments, il y a même des vidéos, mais qui sont du coup plus adaptés et plus réalistes. C'est de pouvoir aussi apporter ce genre de support qui existe. L'anatomie et la physiologie, bah, de pouvoir amener vraiment des points concrets sur le corps humain en globalité, mais aussi identifier les organes sexuels urogénitaux, internes et externes, pour vraiment bah, savoir clairement comment on est fait. La fonction aussi de ces organes-là et le schéma du cycle de la réponse sexuelle, du plaisir notamment, pour savoir comment ça fonctionne. Par exemple, ben, par rapport à la masturbation, de savoir que ben y a un schéma de réponse et que ben, en fonction de où on en est dans la courbe du schéma, ben, ça peut être bien de continuer ou de pouvoir dire ben là c'est fini. D'avoir vraiment des éléments clairs. Tenir compte de la fatigabilité. Parce que ben voilà, on sait que beaucoup d'activités peuvent prendre énormément d'énergie. Donc sensibiliser à la jauge d'énergie, pouvoir définir ensemble, ok, ben telle activité me coûte tant en énergie, et pouvoir par après ben favoriser la mise en place de supports organisationnels. Là, j'entends surtout aussi ben, dans un fonctionnement en couple, par exemple, de pouvoir dire ben ok, à tel moment, il faut que j'ai une pause parce que sinon après ça va pas aller. C'est important. Et définir surtout des activités qui permettent de retrouver de l'énergie, parce que celles-là sont primordiales et essentielles. L'identité. Ben, en ce moment, c'est là où j'accompagne le plus de personnes, donc je suis un peu plus
spécialisée, c'est un grand mot, mais c'est un peu plus mon domaine. Donc là, j'utilise la licorne du genre, qui est un peu similaire à l'outil que Raven avait fait et qu'on avait hier. Donc, l'idée, c'est de pouvoir discuter avec la personne si soit elle ne sait pas encore, soit se pose des questions, ou même si elle le sait, de pouvoir juste définir quel est le genre de la personne, comment elle se reconnaît, quelle est l'expression du genre, parce que le genre dans lequel on se reconnaît n'est pas toujours, ne correspond pas toujours socialement au genre qu'on exprime. Donc là, voilà, c'est de mettre ça en lumière, de voir quelle est l'attirance sexuelle ou l'attirance romantique. Il peut ne pas y en avoir aussi. Et de pouvoir vraiment définir clairement ça. Après, les personnes sont pas toujours... Enfin, on peut pas toujours définir tout à un moment. C'est de pouvoir se dire que ce schéma-là, il est aussi... il peut bouger dans le temps. Et surtout, je pense un des points essentiels, c'est de respecter comment la personne se définit. C'est-à-dire de respecter les pronoms que la personne a choisi d'utiliser. Et même si ça peut ne pas correspondre effectivement par exemple, à l'expression de genre, c'est quand même important pour la personne de pouvoir être définie comme elle le reconnaît. Et de pouvoir se dire que ça aussi, ça peut bouger dans le temps. Et c'est OK. D'ailleurs, juste par rapport à ça, j'en profite parce que y a l'association Prisme qui est tenue, je crois, par Raven et qui fait des formations à destination des professionnels de la santé mentale. Et il y a par exemple une formation sur l'accueil des personnes transgenres. Et il y a différents types de formations. Justement, l'idée, c'est que, il vous en parlera peut-être après, en fait. À Raven. Voilà, je le laisserai parler de ça parce que lui connaît mieux son sujet. Les lois, consentement et risques liés à la sexualité. Voilà, de pouvoir informer sur tout ce qui est des infections sexuellement transmissibles, le VIH, ce genre de choses. Apprendre à exprimer son consentement ou son refus. Ça, je pense que c'est un des points essentiels. De savoir dire OK et aussi, oui, de savoir dire non pour pouvoir refuser. Après, des études ont dit que y a plus de personnes qui vont être victimes de violences ou d'abus chez les personnes autistes. Donc, je pense que ce point-là est d'autant plus essentiel. Des clés pour repérer les situations sociales dangereuses ou illégales. Par exemple, il existe le violentomètre que vous pouvez trouver sur Internet, qui est un outil important. Alors, il est ciblé plus violence féminine, mais certaines personnes l'ont adapté et l'ont ouvert, en fait. Et donner des informations sur les lois aussi, pour mettre un cadre concret, pouvoir dire, OK, telle et telle loi existe, on peut faire ça, mais on n'a pas le droit de faire certaines choses. Voilà, donc en gros, selon moi, l'accompagnement, c'est avant tout une démarche de co-construction. Parce que pour tout accompagnement d'ailleurs, c'est de travailler ensemble, d'avancer ensemble pour définir les points qui sont essentiels. Permettre à la personne accompagnée de mieux se connaître. Là aussi, je pense que c'est un des points essentiels, mais pour tout accompagnement, finalement, parce que se connaître mieux, c'est favoriser son estime de soi et donc améliorer sa qualité de vie aussi. Favoriser donc l'estime de soi, promouvoir les expériences positives, aborder les limites et les dangers. Mais améliorer l'accompagnement, c'est aussi, je dirais, et surtout, imaginer, développer et créer de nouveaux outils en collaboration avec les personnes concernées. Là, à l'heure actuelle,
il me semble qu'en programme d'éducation à la sexualité, il n'y a que Isabelle Hainaut qui a fait un programme. Il y a d'autres outils qui commencent un peu à sortir, mais on manque un peu d'outils à ce sujet-là. Et une des questions qu'on s'est posées, c'est de se dire, ben, par exemple, avec le réseau Aspirit, de pouvoir dire, bah, qu'est-ce qui a manqué, de quoi les personnes pourraient avoir besoin pour justement créer des outils dans ce sens-là et développer de nouvelles choses, mais créées par les personnes et pour les personnes autistes. Voilà. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Jessica? Parce que moi, j'en ai déjà une. Je priorise les gens. Alors, moi, je voulais savoir concernant les personnes autistes avec déficience sévère, comment est-ce que ça se passe? Je me pose la question, j'ai accompagné deux jeunes adultes et ils étaient non-verbaux, donc déjà, comment est-ce qu'on fait pour savoir s'ils ont ce besoin? Ils ont un besoin d'attention, voilà. Et si c'est le cas et qu'on arrive à l'identifier, comment est-ce qu'on avance ça en fait? C'est-à-dire la question, elle est posée par, je répète aussi par rapport aux personnes en visio, c'est par rapport aux personnes avec déficience intellectuelle sévère. Donc là, les adaptations, j'imagine, comment ça se passe dans ce cas, c'est ça. Bah, c'est une bonne question. Alors, je pense que ça concerne tout le monde, comme je le disais. Maintenant, ça va peut-être s'exprimer d'une autre façon. Je suis pas forcément spécialisée dans ce domaine-là. Peut-être que... Oui, chez la Varambert. Oui, enfin, je sais qu'il y a un programme qui existe, mais alors, c'est plus pour une déficience intellectuelle moyenne à légère. Mais il y a des outils qui existent. Là, tout de suite, je les ai pas en tête. De toute façon, j'ai prévu de faire une espèce de bibliographie référentielle d'outils qui existent, qui vous seront envoyés en version PDF. Mais là, tout de suite, je pourrais pas vous répondre, mais si j'ai des réponses, avec plaisir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, tu as expliqué que donc, la pornographie n'était pas une représentation forcément réaliste de la sexualité, qu'il y avait d'autres ressources sur Internet disponibles, des vidéos, etc. J'étais curieuse de savoir lesquelles. Voilà. Ouais. Alors là aussi, j'ai plus les noms en tête, mais effectivement, enfin comme je disais, je vais faire un référentiel d'outils que j'ai trouvés sur lesquels je m'appuie et qui ont, je crois qu'il y a tout un site où il y a des schémas corporels, où on peut cliquer, détailler. Enfin, il y a plein de sites qui sont bien faits. Ça nécessiterait aussi, justement, de reprendre ces sources-là et de pouvoir les adapter avec des personnes et de pouvoir dire là c'est clair, là c'est moins clair, comment on adapte. Mais oui, je référencerai tout ça et j'ai pu retrouver le nom, mais avec plaisir. Est-ce qu'il y a une question visio? Alors, en visio, il y a plein de questions. Mais il y a déjà une question aussi sur quand on présente les risques sur la sexualité, est-ce qu'on accompagne d'une information sur les moyens de prévention? Oui. Oui, alors effectivement, je l'ai pas mis là, mais oui, c'est une des parts importantes de parler des moyens de prévention, puisque justement un des moyens de se protéger des infections sexuellement transmissibles ou d'autres choses, c'est de mettre en place des moyens de prévention et donc de pouvoir les mettre en lumière. Là aussi, il y a plein d'outils qui existent déjà. Il y a notamment le planning familial qui a fait tout un référentiel d'outils de prévention. Et il y a un débat sur pourquoi est-ce que tu as mis HPI dans les comorbidités.
Il y a un débat sur si c'est un handicap ou pas dans le chat. Ok, Mais d'accord. Du coup, c'est surtout, il y a quelqu'un qui Bah, c'est suggère. surtout, alors comorbidité, oui, ok, d'accord, mais c'est surtout que bah, ça peut aussi influencer bah, le mode de fonctionnement et donc d'en tenir compte pour discuter, bah, que ce soit de la vie affective ou intime ou d'autres choses. En fait, c'est surtout de le prendre en compte dans le fonctionnement cognitif. Et il y a aussi quelqu'un qui demande s'il y a une sensibilisation à la déconstruction des stéréotypes de genre. Alors, je ne sais pas, ce serait bien, mais je ne sais pas si ça existe. En tout cas, je sais que je milite pas mal à l'espace autisme pour déconstruire un peu tous les stéréotypes de genre. J'embête un peu mes collègues et les personnes autour de moi sur ça. Alors moi j'avais une question par rapport au programme, parce que tu as parlé d'un programme que tu proposes. Tu peux nous en parler un petit peu, c'est quoi? C'est un programme individuel, en groupe, c'est des séances prédéfinies, comment ça se passe? Ouais, bah du coup c'est le programme d'Isabelle Hainaut qui est orienté plus alors syndrome d'Asperger, mais du coup autisme sans déficience intellectuelle. C'est un programme tout fait. Où il y a bah, justement tout type de séances, où elle reprend les aspects anatomiques, tous les aspects prévention, enfin un peu tout ce dont j'ai parlé, c'est repris dans ce bouquin-là. Il est accessible. Ouais, justement au centre de documentation AIDA, qui est basé à Colmar, mais elle fait des permanences dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Moi, je le connais, je l'ai pas encore fait en totalité. J'utilise des bouts plus en fonction de ce que les personnes vont m'amener, ce qui est possible de faire aussi d'ailleurs, de tirer des fiches d'un programme. Voilà. Merci. Oui, j'avais une question aussi. Je me demandais si parfois tu invitais donc les conjoints ou les partenaires, en tout cas, étaient invités pour discuter avec eux justement de ces problématiques-là et de comment améliorer les choses. Ah ben oui, en fait j'avais modifié mon diapo, mais je crois que j'ai pas envoyé la dernière version à Ravenne. Effectivement, le dernier point c'était bah, justement de proposer aux partenaires de venir assister pas à toutes les séances, mais de faire certaines séances, de l'associer dans la démarche, si c'est OK pour la personne concernée et si c'est OK pour les partenaires. Et donc c'était séance individuelle, autrement, c'est pas en format groupe, c'est en individuel avec la personne concernée? Moi, les séances que je fais sont en individuel. Le programme peut être fait en groupe, mais il y a des aspects individuels aussi. Il est multi... Merci beaucoup. J'avais deux questions. Une déjà, comme ça parle aussi de la vie affective, est-ce que vous abordez les questions comme la vie en couple ou habiter avec quelqu'un d'autre? Parce qu'en tant que personne autiste, ça peut être compliqué de vivre avec quelqu'un dans son espace ou de dormir avec quelqu'un. Est-ce que c'est des choses qui sont abordées dans le programme? Comme je disais, moi, ce programme, je le connais, j'en utilise des parties. Il me semble de mémoire que c'est abordé dedans. Après, par contre, oui, vous avez raison, c'est un aspect important à aborder, que ce soit pour la sensorialité, la fatigabilité. Ce qui peut être intéressant, c'est justement d'établir une espèce de carte d'identité ou d'aspect comme ça à partager avec la personne pour dire moi je suis OK pour ça, c'est plus compliqué quand il se passe ça, et même de pouvoir le définir pour chacune des deux personnes, qu'elles soient autistes, neurotypiques, mais d'autant plus de l'accès vraiment. Et surtout, je pense un des points essentiels, c'est de réussir à échanger, à dire les choses vraiment de manière claire, mais en toute honnêteté, de pouvoir créer un lien comme ça où on peut dire là je suis pas à l'aise, ou Et je me demandais aussi, vous avez parlé d'expliquer la différence entre amitié et amour, et je me demandais en termes pratiques en fait comment vous l'expliquez, puisque justement, c'est une différence qui s'explique sur du ressenti, mais comme les personnes autistes peuvent avoir des ressentis différents, comment c'est quelque chose que vous verbalisez on essaye de le définir. Alors là, je dirais qu'il n'y a pas de,
de trucs tout faits. C'est vraiment d'en discuter avec la personne, de pouvoir échanger par rapport à des vécus qu'elle a déjà eus et de pouvoir mettre les repères directement avec la personne. De réponses toutes faites, enfin, je dirais qu'il n'y en a pas pour la vie intime et affective parce que c'est tellement personnel et différent d'une personne à l'autre que c'est vraiment d'essayer un peu de mettre des repères qui peuvent même là aussi des fois changer avec le temps. Donc, je ne peux pas vous répondre très clairement, mais c'est d'essayer de jauger directement avec la personne. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? Ok, super. Merci. Puisqu'elle me donne l'occasion d'en parler, effectivement, hier, il y avait des brochures de Prism aussi. On travaille avec un formateur pour faire des formations à l'accueil, à l'accompagnement des personnes transgenres dans tout plein de trucs. Il fait aussi des formations spécifiques à l'autisme, enfin voilà, personnes trans et autisme. Et effectivement, on fait aussi au sein de Prism, en fait, on fait des formations, mais on fait aussi de l'accueil en fait des personnes trans et aussi des personnes autistes, parce qu'on sait comment ça marche. Parce que, comme Jessica l'a évoqué, c'est aussi des populations qui se recoupent beaucoup. Donc, si jamais, vous pouvez aussi vous renseigner sur l'association et nous les envoyer. On en prendra soin.